Oh là les signes, salut, comment allez-vous? Ah, très intéressant, n'est-ce pas? Ok, ça répond peut-être à la question que j'avais. Je viens m'asseoir avec vous aujourd'hui, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, ici, dans cet espace en tout cas, parce que entre-temps, il y a eu plusieurs interviews bleues, et puis, bon, il y a d'autres espaces que je nourris, hein, vous savez, vous pouvez me trouver sur Instagram, Facebook et aussi la newsletter que j'envoie chaque mercredi. Si vous voulez d'ailleurs vous inscrire à tout ceci pour pouvoir recevoir les différents contenus, parfois certains nous conviennent mieux que d'autres, euh, eh bien, je vous invite à le faire. Et ce qui m'amène ici aujourd'hui, c'est un souvenir qui me trotte dans la tête depuis quelques jours et je me demandais pourquoi. Et j'ai senti l'invitation d'en faire un épisode de mon podcast Le vilain petit canard n'existe pas. Et je sens que cette, euh, cette sirène des pompiers m'amène justement la confirmation de cette vibration, de cette fréquence de à la fois porter secours, euh, venir porter secours à l'enfant blessé qui vit encore en nous, à ces blessures qui sont encore là, encore ouvertes et qui parfois, dont la douleur parfois s'active, se réactive. On dit ça, qu'on est comme activé ou déclenché. Et il s'agit là de nos mémoires traumatiques qui se réveillent, qui viennent toquer à la porte et qui viennent appeler notre secours, le secours du grand, de la grande qu'on est maintenant, de l'adulte qu'on est maintenant, et, et nous invite à incarner cette, ce parent présent, bienveillant, aimant, et de venir donner à l'enfant qu'on a été, à ces parts de nous, à ce que j'aime appeler le vilain petit canard, et, et qui en fait, en d'autres termes, est ce qu'on appelle aussi l'identité du trauma, qui parfois souvent, prend les rênes de notre vie, prend les rênes de notre attitude, de nos actions, parce que d'abord prend les rênes de nos pensées et aussi conditionne un certain nombre de résurgences, en fait d'intensité émotionnelle, de vagues qui viennent nous traverser parce que tel ou tel élément déclencheur du présent vient tirer la sonnette d'alarme et vient appeler les pompiers et nous invite aujourd'hui à trouver chaque fois plus de ressources pour renforcer les muscles de notre cœur et de notre conscience pour que aujourd'hui on puisse venir apporter une réponse différente à notre être, mais en fait à l'enfant qu'on a été, à cette part blessée qui reste comme ça, comme dans une bulle temporelle, coincée à l'endroit où s'est passé le ou les moments traumatiques. Et en fait, ça, c'est comme si c'était intact aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on se surprend parfois à avoir des réactivités vraiment fulgurantes, que ce soit sur l'expression de la colère, de l'impulsivité, que ce soit plus des états dépressifs, que ce soit des vibrations plus en lien avec la peur, l'hypervigilance, l'impression d'être menacé, que ce soit par des comportements addictifs, etc. etc. En fait, ici, l'invitation, c'est de pouvoir apporter enfin
à notre être, à nos cellules, à notre vie. Là, les réponses qu'on aurait mérité de recevoir au moment où se sont passés ces épisodes traumatiques pour nous. Maintenant, c'est à nous de venir apporter secours, peut-être autrement qu'en faisant les pompiers. C'est une autre énergie. Et c'est ce que moi j'aime appeler le signe. Parce que, comme est intacte la blessure ou l'enfant blessé tel qu'il est resté tout seul, isolé avec sa situation, est aussi intact, à mon avis, notre essence véritable. La vie telle qu'elle nous traverse est telle qu'elle était avant d'avoir été blessée, brisée, traversée par ces expériences douloureuses, parfois vraiment hardcore. Et pour moi, notre être-té véritable est intacte sous toutes ses couches. Et c'est ce que j'appelle le signe. La cagoule, donc, avec mon cousin et avec une de mes meilleures amies d'enfance, quand ensuite on était ados, jeunes, adultes, genre quand on avait 18 ans, et on disait tout le temps qu'on avait été traumatisés par la cagoule. Bon, en vrai, je pense que le mot traumatisme pouvait s'appliquer à bien d'autres choses que ça. Mais ici, je sais pas si vous êtes aussi... Moi, je suis de 85, je sais pas si vous êtes aussi de ces générations. Cagoule, alors là, en plus, j'étais vraiment petite, je sais pas, je pense que j'avais 3 ans. Ça va encore, à la limite, quand on est tout petit. La cagoule, je l'ai portée jusqu'à mes 10 ans. C'est seulement au moment du collège de mon entrée en 6e, que j'ai tellement imploré ma mère et que j'ai réussi à la faire céder. À partir de mon entrée en 6e, j'avais le droit de porter un bonnet. Mais avant ça, c'était cagoule obligatoire. Et vraiment, quand je commençais à être grande, genre CE2, CM1, CM2, c'était l'horreur. Et c'était hyper désagréable. Et surtout, je pense que je commençais à sentir un peu une énergie comme ça de honte par rapport aux autres. Comme quoi, ça commence tôt. Mais on était avec mon cousin qui avait à peine 1 an de moins que moi. En tout cas, 10 mois nous séparent officiellement, moi je suis plus âgée, mais à l'école on était à une classe d'intervalle, donc lui il était dans la classe d'avant, mais on était dans la même cour de récré et on jouait souvent ensemble. Et on était vraiment, quand on était grands quoi, on était comme les derniers de l'école, en tout cas c'est le souvenir qu'on en avait quand on en parlait plus tard, qu'on était les 2 pauvres derniers à porter la cagoule, à être obligés de porter la cagoule. Et à la récré du midi et de l'après-midi, il la mettait pas en mode « ma mère elle me verra pas, moi je la mets pas ». Et moi, la première fois que je l'ai vue faire ça, en fait j'incarnais un peu la grande quoi, genre la grande sœur. D'ailleurs on disait ça, que c'était mon petit frère. Moi, j'étais la grande sœur, tous les 2 enfants uniques, et très proches, très très proches l'un de l'autre. Et moi, ce qui me reste très très fort en mémoire, et qui est revenu me voir plusieurs fois, et qui a vraiment été très utile, ce souvenir, pour comprendre un certain nombre de mes comportements, de comment je me suis construite, de mes mécanismes. Et c'est ce souvenir où, à la seconde où sa mère, donc ma tante, était partie, elle a déposé mon cousin Mathieu et elle part au travail ou que sais-je, et à la seconde où il sait qu'elle est partie et qu'elle ne le voit plus, il enlève sa cagoule,
Je me rappelle de cette première fois où je le vois retirer sa cagoule et où je vais le voir en lui disant « Mais tu dois la remettre et tout, tu vas te faire engueuler. » Et il me dit « Bah non, elle est pas là, elle me voit pas. » Moi j'étais là « Mais non, mais si, mais oui, mais on sait jamais, peut-être elle te verrait. » Ben non, je sais qu'elle est au travail et tout, elle est pas là, elle peut pas me voir, moi je l'enlève. Et en fait, c'était une évidence pour lui. Je le vois courir, jouer avec, avec des copains et courir avec sa cagoule retirée. En fait, il l'avait mis un peu comme une écharpe, il l'avait enlevée comme ça, mais il avait les oreilles dégagées et la tête dégagée. Et moi, ça, c'était impossible, c'était inconcevable. Je me sentais horriblement mal de le voir faire ça. Parce qu'en fait, ça me renvoyait au fait que moi, je pouvais pas. Et pourtant, comme lui, moi aussi, ma mère, elle était au travail et elle pouvait pas me voir et tout. Mais il y avait vraiment un truc de non, mais on sait jamais. Ça se trouve, elle peut sortir du travail, elle peut venir, elle peut passer par la grille, elle peut me voir. Ou alors même, mais même pas. C'est comme si, même si elle est pas là, elle est là. Et je sais pas si ça vous parle, ça, cette impression d'être surveillé. Cette impression que même s'il n'y a personne dans la pièce, il y a comme une sorte d'instance supérieure qui serait là en train de nous surveiller ou de voir si ce qu'on fait c'est bien ou que sais-je, et qui est une instance punitive aussi. Ça, c'est vraiment hyper rattaché à ce qu'on appelle l'hypervigilance et c'est complètement archi ultra relié au trauma. Ça fait partie du kit. Et cette histoire de cagoule et de comme si de vibration de la désobéissance. Genre, oh, il désobéit à sa mère. Et même si elle n'est pas là, ça pourrait se retourner contre lui. Alors qu'en fait, il était en train de m'offrir le miroir et comme l'illustration de la liberté. Et de la liberté qui est plus forte que tout. Et de l'envie de kiffer sa vie, de l'envie de profiter de son bien-être à lui, de son kiff à lui qui est prioritaire que tout. En même temps, je pense qu'il y avait quand même une petite vibration à l'intérieur de lui de sécurité quand même, que quand bien même il serait surpris, il allait pas se passer trop grand chose. Et je pense que ça, c'est ce qui le différenciait de moi, où il y avait plusieurs expériences qui étaient engrammées à l'intérieur de moi et qui, à raison, me faisaient comme anticiper que si jamais moi j'étais surprise, il pourrait se passer waouh, tellement de choses et tellement de choses bien craignos. N'empêche que ça, c'est resté complètement programmé en moi, cette histoire-là de mieux vaut tout bien faire, tout barricader, tout et ce truc de perfection et ce truc de se priver de tellement de possibles, de tellement de joie, de tellement de saveurs, de tellement de possibilités, d'amusement et de se priver de beaucoup de liberté pour assurer ses arrières, par peur des représailles. Et je crois que c'est ça que j'avais envie d'apporter aujourd'hui, pour que vous puissiez regarder comment ça vous parle cette histoire-là. Ce perfectionnisme à outrance, ce conformisme à outrance, s'assurer de tous les moyens possibles d'être sûr que ce qu'on va faire, ça va convenir parfaitement avec ce qu'on attend de nous, parce que sinon, voilà, et ce parce que sinon, 3 petits points, et ensuite, c'est nous-mêmes qui l'incarnons. C'est soi-même qui devient ce sinon, 3 petits points, et soit qui distribue la punition.
regardez un peu si vous avez des comportements, des conduites punitives envers vous-même, quelle que soit la manière. Et aussi, sinon, c'est comme si on crée des situations où, comme on dit, on donne le bâton pour se faire battre. Alors qu'en fait, c'était pas du tout justifié. Oh, regarde-moi ça, la petite poulette avec sa petite poulette. Et ça, c'est la même chose que les éléphants qui sont dressés. Peut-être vous avez déjà entendu cette histoire-là, que pour dresser un éléphant, en tout cas d'après ce que moi j'ai entendu de ça, la technique c'est que dès le plus jeune âge, l'éléphanteau est attaché à une chaîne et que la chaîne est scellée dans le ciment, dans le béton en tout cas, d'une manière que c'est impossible de l'extraire. Et donc, a priori, l'éléphanteau déploierait énormément de force pour essayer de se sortir de là, pour essayer d'enlever la chaîne ici ou de tirer, voilà, il tire, il se débat et il peut vraiment y dédier beaucoup d'énergie et beaucoup de persévérance et encore et des jours et des semaines d'après ce que j'ai entendu, j'ai pas vu par moi-même. Et ici, l'idée c'est que voilà, il essaye jusqu'au bout, du bout, et en fait ça marche pas et au bout d'un moment il lâche l'affaire, il le fait plus, il arrête d'essayer de se sortir de là et c'est à cet instant précis que le dresseur sait que ça y est, l'éléphant est dressé, il est domestiqué. À partir de ce moment-là, il n'y a plus besoin, en fait il peut retirer la chaîne du béton et lui mettre simplement une corde avec un piquet, il peut même le planter dans le sable. Et en fait, l'éléphant cherchera même pas à partir si il sait que... en fait, la seule sensation de la corde d'un petit mouvement qui crée le contact avec je sais pas comment dire, le collier ou en tout cas la corde autour du cou, ça suffit en fait pour lui rappeler que c'est tout, il est piégé. Enfin, alors qu'en fait, ici, il suffirait d'un tout petit mouvement pour qu'il puisse se libérer. Et pour moi, c'est vraiment la même chose que mon histoire de la cagoule. C'est-à-dire que... Alors, je sais pas si à l'époque, j'ai, comme l'éléphanteau, et d'ailleurs, je crois pas avoir, comme l'éléphanteau, essayé de toutes mes forces de me sortir d'ici. Je crois que cette étape d'habituation, c'est comme ça qu'on décrit ce moment où, par exemple, un bébé qui pleure pour alerter d'un besoin, quel qu'il soit, et à force de réaliser que personne ne vient, que en fait son besoin il n'est pas entendu et il n'est pas nourri, alors il arrête de pleurer. Et c'est ça qu'on appelle l'habituation. Et donc, ce moment où l'éléphanteau arrête de se débattre, c'est cette histoire-là comme d'habituation qui fait que il s'auto-empêche d'avoir des besoins, en fait. Il auto-annule ses ressentis et ses besoins parce qu'il y a comme une engrammation que en fait c'est mort, il n'y a jamais personne qui va me répondre ou genre je vais jamais sortir de là. Alors je crois pas que je me sois débattue avec tellement d'ardeur pour assurer ma liberté. Ça c'est pas comme ça que ça a pu se passer pour moi. Néanmoins, j'ai pu commencer à le faire après, parce que j'ai commencé à réveiller mon signe. Et bien sûr, maintenant, l'adulte que je suis peut accompagner cette libération et la favoriser. Je ne suis pas l'adulte comme le dresseur qui empêche et qui met dans le ciment, au contraire. C'est comme si
j'étais un fervent défenseur des éléphants qui vient avec une scie pour libérer la chaîne en screux de l'éléphant pendant la nuit. Comme évidemment maintenant, je suis en train de favoriser chaque fois plus cette libération. Je suis maintenant chaque fois plus en train d'être comme me disait mon cousin, parce que oui, je l'ai pas dit ça. En fait, il m'avait dit, mais t'as qu'à en faire autant. Quand je lui avais dit, oh, d'enlever ta cagoule et tout. Et il m'a dit, bah toi aussi tu peux le faire. Et moi j'étais là, ah non. Voilà. Et maintenant, je suis comme lui à dire à ma petite, mais toi aussi tu peux le faire. Et tu risques plus rien maintenant. Enlève ton ta cagoule. Bon, et ici, encore une fois, je suis pas en train de dire que c'était un traumatisme en vrai de porter une cagoule. Hein. En vrai, ici, c'est simplement une mère, simplement comme des parents qui veulent prendre soin de la santé de leur enfant, les protéger du froid, d'être malade à leur manière. C'est pas ça la question. Hein. Je suis pas en train de venir remettre ça en question. Vous aurez compris que ce dont je parle, c'est cet endroit de jusqu'à où je me prive de ma liberté, de ce qui m'appelle, et jusqu'à où je supporte ce qui ne me plaît pas, ce qui me gratte, ce qui me gêne, jusqu'à où je me plie à ce qu'on me demande. C'est ça, bien sûr, dont je parle. Je serais vraiment ravie d'avoir dans les commentaires des partages de comment ça vous cause, cette histoire-là. Est-ce que vous aussi, vous avez porté une cagoule et vous aimiez pas ça? Ou alors c'est quoi votre cagoule à vous? Comment vous le décririez, votre éléphanto à vous? Et puis si vous avez besoin de soutien pour scier les maillons de la chaîne qui est enfoncée dans le ciment, vous savez où me trouver. Le vilain petit canard n'existe pas. Depuis le début, c'est un cygne qui mérite de voguer tranquillou sur son lac et de déployer ses ailes quand bon lui semble. Merci pour vos commentaires, merci de liker la vidéo. En fait, vraiment, vous vous rendez pas compte d'à quel point ça contribue, surtout quand on commence une chaîne comme ça, parce que sinon, genre, l'algorithme, si ça bouge pas beaucoup, l'algorithme, genre, ne diffuse pas le contenu. Alors, toutes les actions viennent vraiment soutenir. Donc, mettez un petit like, partagez à quelqu'un à qui vous pensez en écoutant la vidéo. Et puis, peut-être abonnez-vous, mettez la petite clochette là, comme ça vous recevez les notifications à chaque fois que je publie un nouvel épisode. Et puis, allez me découvrir aussi sur les différents réseaux sociaux. Et enlevez votre cagoule.